Je suis très content d'être à Château-Thierry aujourd'hui, je suis très heureux et de venir à la rencontre des lycéens de Château-Thierry, ça me fait plaisir. Alors je me présente rapidement, je suis le chef de bataillon Michel Bourlet, je suis dans l'armée de terre, je suis officier historien et en ce moment en fait je suis en train de vivre un peu votre vie puisque j'ai demandé à être employé dans un lycée. Et donc je suis prof de terminale, de seconde, dans un lycée en Bretagne, à Saint-Brieuc. Donc finalement je me sens plus tellement dépaysé et je me sens plutôt même à l'aise avec vous et j'espère que vous-même vous serez à l'aise avec moi pendant cette petite demi-heure où on va essayer de parler des natives, donc ici en France on va plutôt les connaître sous le nom d'Amérindiens ou d'Indiens, des Afro-Américains, mais vous verrez que je ne vais pas parler que des Afro-Américains et des natives, je vais parler aussi en fait des Américains de manière générale, parce que la Grande Guerre, pour les Américains, en 1917, est un moment où ils vont se rencontrer tous, finalement, au-delà de toutes leurs différences. Donc c'est ce que nous allons voir pendant une demi-heure. Vous verrez, j'ai beaucoup utilisé des photos, et notamment des photos qui ont été prises à Château-Thierry, avec des anciens combattants de Château-Thierry. En fait, on verra ça tout à l'heure. Donc je vous souhaite bonne conférence pendant une demi-heure. Et puis ensuite, eh bien, après, je serai prêt pour répondre à vos questions. Allez, on y va. Alors si, je vais peut-être utiliser des termes qui sont peut-être pas forcément communs pour vous, donc je vais essayer de les définir en même temps au fur et à mesure de mon exposé. Donc en fait j'ai intitulé mon exposé « Rencontrer l'autre dans l'armée américaine pendant la Première Guerre mondiale ». C'était un peu l'objet de mon dernier livre, publié chez Ouest France. Donc en avril 17, donc c'est la date à laquelle les États-Unis entrent en guerre, en avril 17, quand les États-Unis entrent en guerre, aux côtés des Alliés, la priorité pour les militaires américains est de recruter des hommes. L'armée américaine, en 1917, c'est environ 200 000 hommes. C'est très peu de choses. Si on compare à l'armée française au même moment, l'armée française, c'est environ 8 millions d'hommes. Donc elle a une toute petite armée aux États-Unis qui est peu nombreuse. Et au moment de l'entrée en guerre, les Américains, finalement, sont peu nombreux aussi à s'engager, volontaires, pour servir dans l'armée. Et donc, le moyen qui est trouvé pour avoir des effectifs, pour avoir des hommes, eh bien, c'est d'imposer la conscription. Alors, je ne sais pas si c'est un mot que vous connaissez, ce mot de conscription. Aujourd'hui, c'est connu en France, on parlerait plutôt de service militaire. Voilà. C'est un peu ça, c'est-à-dire des obligations militaires. Tous les jeunes gens, tous les jeunes garçons de 18 ans sont obligés d'aller servir dans les armées. Donc, la conscription, aux États-Unis, ça n'est pas dans la tradition des Américains. Elle a été un tout petit peu, je dirais, adoptée pendant la guerre civile, mais en général, les Américains détestent la conscription. Ils n'aiment pas trop, en fait, être dans les armées. C'est contre les libertés, finalement. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas dans les mœurs des Américains. Ça n'existe pas, en tout cas, en 1917. Alors, en plus, militaires et hommes politiques américains connaissent le risque, je dirais, d'imposer la conscription. Parce que, et ça, s'il y a des élèves parmi vous qui ont suivi les cours de seconde, vous savez tous, les États-Unis sont construits, la population s'est construite notamment par l'arrivée de migrants qui venaient essentiellement d'Europe. Donc on a là, en fait, aux États-Unis, encore en 1917, des populations qui sont encore des populations très plurielles. Et donc, on hésite parce que le sentiment national n'est pas très fort aux États-Unis, il est fragile, on en reparlera tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de fierté, en fait, je dirais, d'être américain, on en reparlera. Et donc, en plus, et ça je ne vous l'apprends pas, on en a parlé avec l'actualité récemment, la société américaine est encore fragilisée, il y a la guerre civile américaine, la guerre de sécession pour nous en France, et même si elle a généré cette guerre civile, donc elle se déroule entre 1861 et 1865 aux États-Unis, elle a engendré des grosses tensions. Ces tensions, dans les années 1917, ont tendance aux États-Unis à s'apaiser. On a plutôt des tensions qui sont plus vives sur les communautés, les rapports entre communautés, donc blancs et afro-américains évidemment, mais pas que, on en reparlera. On est plutôt aussi sur des tensions qui sont des tensions de type, je dirais, social, avec des rivalités, des tensions entre les gens des villes et les gens des campagnes, des gens qui ne se connaissent pas finalement. Pas très bien. Donc vous voyez en fait qu'on est loin de cette logique bipartisane entre Nord et Sud, pour faire simple. Donc
le pouvoir fédéral, et j'en reparlerai, je pense que vous connaissez un peu la structure des États-Unis, un pouvoir fédéral à Washington, et puis vous avez dans les États, en fait, aussi, hein, je dirais une sorte de copie du pouvoir fédéral dans chaque État américain. Donc le pouvoir fédéral, hein, c'est celui qui est au-dessus des États, au-dessus des États, pour faire simple. Donc le pouvoir fédéral, pour imposer la conscription, doit composer avec le poids de ses communautés, mais aussi avec la diversité des origines et des religions, notamment. On en reparlera un tout petit peu. Alors, la conscription a été adoptée au printemps 1917, et elle permet, hein, et ça c'est quand même impressionnant, hein, aux États-Unis de projeter en Europe, en quelques mois, plus de 2 millions d'hommes, ce qui est considérable. En quelques mois, les États-Unis sont capables, hein, de projeter, c'est-à-dire d'envoyer sur des bateaux, jusqu'en Europe, plus de 2 millions d'hommes. Et donc, on a parmi ces 2 millions d'hommes, principalement des Blancs, mais en fait avec des origines très diverses, on en reparlera. Et puis, on a, et ce sera un peu, je dirais, le cœur de mon propos, des Afro-Américains et des Natives. Donc, je préfère, moi j'utilise le mot d'Amérindiens, on en reparlera tout à l'heure aussi. Hein. Et donc, ces gens vont cohabiter, finalement, avec ces soldats blancs aux origines diverses. Alors, dans mon exposé, moi, j'ai cherché à montrer dans quelle mesure la mobilisation, mais aussi la participation au combat, la participation à la guerre, et bien dans quelle mesure tout ça va entraîner un immense brassage de jeunes Américains qui ne se côtoyaient pas forcément et qui, par la force des choses, sont obligés finalement de se parler. Alors, on verra, hein, je parlerai de citadins, de ruraux, de catholiques, de protestants, de juifs, d'afro-américains, d'irlandais, d'allemands, toute la diversité des Américains à l'époque. Mon exposé s'appuie, et ça c'est important de le préciser quand même quand on fait l'histoire, donc sur une bibliographie, hein, donc j'ai utilisé beaucoup d'ouvrages français, mais aussi américains, et depuis un an, cette bibliographie s'est enrichie parce qu'en fait on a, avec les commémorations du centenaire, beaucoup de publications, un peu aux États-Unis, beaucoup en Europe occidentale. Et je me suis inspiré, j'ai utilisé aussi beaucoup d'archives, donc des archives qui sont en France évidemment, mais aussi aux États-Unis. Vous verrez que la plupart de mes photos viennent des archives nationales américaines. Elles sont disponibles, on peut les consulter en ligne sans aucun problème. Je vous montrerai peut-être si ça vous intéresse tout à l'heure. Mais si vous allez sur le National Archives, eh bien, vous cliquez Château-Thierry, par exemple, vous cherchez en moteur de recherche Château-Thierry, et il va vous sortir tous les documents qui concernent Château-Thierry. Et avec des photos de votre fille, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. On en reparlera, hein, mais voilà un peu ce qui a nourri, je dirais, mon exposé. Alors, pour commencer, quand même, je dois faire un petit état des lieux de l'armée américaine en 1914. Pour nous, c'est complètement inconnu hein, en Europe occidentale, mais il est important de donner quelques jalons pour qu'on puisse ensuite comprendre un peu ce que je vais expliquer. Alors, les forces de l'Union, elles se répartissent en 3 grandes composantes, on va dire en 1914. On a l'armée régulière, qui est en fait l'armée qui est à la disposition du gouvernement fédéral, donc c'est l'armée américaine, pour faire simple. On a ensuite les milices de chaque État, c'est-à-dire, pour faire simple, pour donner un nom que vous connaissez un peu mieux, une fameuse garde nationale. Donc cette milice par État est recrutée par les gouverneurs, qui en ont la responsabilité en temps de paix. Et en temps de guerre, on a une 3e composante qui vient s'ajouter, qu'on va appeler une armée nationale en fait, hein, et qui est en fait une sorte de corps des volontaires, qui va aller chercher des volontaires, qui va aller chercher des anciens militaires, et qui va rassembler tout ça dans cette armée spécialement levée, cette armée nationale, spécialement levée pour le temps de guerre. Pendant la guerre, ces 3 composantes vont cohabiter jusqu'à la création de ce que vous connaissez, qui est l'US Army. Voilà. Je simplifie, mais c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Contrairement à une idée reçue, hein, l'armée américaine, dont les forces sont mises à la disposition du gouvernement fédéral, n'est pas composée uniquement de soldats blancs en 1914. On a toujours tendance à penser qu'il n'y a que des soldats blancs dans cette armée. Non, en fait, il y a déjà, hein, parmi ces régiments d'infanterie, ces régiments de cavalerie, d'artillerie, de campagne, tout ce que vous voulez, on trouve hein, des hommes qui ont des origines diverses. Alors déjà, ça s'explique par le fait que cette armée, quand même, elle est un peu déployée un peu partout dans le monde, même si en fait elle ne représente que 200 000 hommes. Je vous rappelle par rapport à l'armée française,
8 millions d'hommes, eh bien, on a des hommes qui sont évidemment aux États-Unis et en Alaska. On trouve des hommes à Porto Rico. Alors, je vous montre, j'en parle parce que c'est assez important, vous verrez tout à l'heure, je vous en reparlerai. On a des hommes qui sont aussi des unités qui sont en Chine. On a des unités déployées aux Philippines. Donc, finalement, on a des troupes qui sont un peu réparties un peu partout dans le monde. Bon, ce ne sont pas des effectifs considérables. On en a aussi à Hawaï, notamment. Mais c'est quand même quelques bataillons, quelques unités qui sont un peu dispersées dans le monde. Alors ces troupes sont composées de blancs, j'en parlais, mais les blancs ne forment pas un groupe homogène. On trouve en fait parmi ces blancs beaucoup d'hommes d'origine allemande. Alors la communauté allemande est très importante aux États-Unis en 1914, puisque pendant tout le XIXe siècle, beaucoup d'Allemands ont quitté l'Allemagne pour s'installer aux États-Unis. On trouve aussi beaucoup d'Irlandais, je ne vous apprends rien, vous avez vu ça, vous avez pu faire l'étude de cas en seconde sur les Irlandais peuplent le monde. Donc on a une grande diversité parmi ces hommes blancs dans l'armée américaine. En plus, j'en parlais en introduction, le sentiment national est quand même embryonnaire aux États-Unis. On a des particularismes régionaux très forts. Aux États-Unis, on se sent avant tout, alors pas tout le monde, mais beaucoup quand même, virginien avant d'être américain. Alors c'est très vrai au XIXe siècle, c'est un peu moins vrai peut-être en 1914, mais ça compte quand même encore. Le sentiment national d'un État, en fait, notre appartenance à un État, est très important encore aux États-Unis. On a quand même dans cette armée des hommes de couleur, j'en parlais tout à l'heure. Donc, l'origine de ces unités, elle est ancienne. Et déjà, à l'origine des unités de couleur dans l'armée américaine, contrairement à ce qu'on croit, elle est ancienne. Alors déjà, les Noirs, puisque c'est de ça dont il s'agit, combattent dans les rangs américains depuis le XVIIIe siècle. Ils ont participé aux guerres d'indépendance, ils ont participé aux guerres de 1812, ils participent à la guerre civile américaine. Il y a un film à ce sujet, alors moi je ne le trouve pas très bon, qui s'appelle Glory, mais non pas sur le fond, mais je trouve qu'il n'est pas très bien réalisé, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, qui rappelle en fait l'histoire de ces soldats américains qui se battent pour le Nord contre le Sud. Donc on a des soldats noirs qui servent dans l'armée américaine, et depuis la fin de la guerre civile, on a des régiments noirs dans l'armée des États-Unis. Alors, la ségrégation raciale est très forte aux États-Unis, je ne vous apprends rien, mais on a quand même des soldats noirs. Alors, les Afro-Américains servent principalement en 1914 comme soldats, comme hommes du rang. Voilà. Il y a très peu de Noirs qui sont gradés, donc sous-officiers ou officiers. Il y en a quelques-uns, mais assez peu par rapport à d'autres armées, comme l'armée française, par exemple. Ensuite, les Afro-Américains ne sont pas incorporés dans des unités blanches. Alors ça, c'est important de le signaler. Il y a des régiments composés uniquement de soldats noirs. Alors, je les donne, mais peu importe, 24e et 25e régiment d'infanterie et 9e et 10e régiment de cavalerie. Là, j'en ai pris une photo que j'ai retrouvée en fait sur un site des archives du National Afro-American Museum. Où on voit en fait ces soldats noirs avec l'uniforme typique du soldat américain, on en reparlera un tout petit peu, et au milieu on voit un blanc, et sur les côtés aussi quelques blancs. Donc ces soldats noirs sont encadrés par des blancs. Voilà. Ça c'est un peu, je dirais, l'organisation. Alors on les surnomme les Buffalo Soldiers, parce que c'est un surnom qui doivent aux Indiens Kiowa, parce qu'en fait ces soldats noirs ont été utilisés pour combattre les Indiens. Et les Indiens les appelaient les soldats bœufs parce qu'en fait, avec les cheveux frisés, en fait, on avait l'impression d'avoir une peau de bison, en fait, pour les Indiens, en fait. Et donc, c'est pour cette raison que les Kiowa les ont appelés les Buffalo Soldiers. Et vous verrez qu'en fait, ces Buffalo Soldiers sont venus ici à Château-Thierry, par exemple, combattre. Donc, on les retrouve, en fait, jusqu'en 1917, parce qu'ils vont garder les traditions héritées du 19e. J'en reparlerai. Voilà. Alors, avant la Première Guerre mondiale, ces hommes sont encadrés par des Blancs. Bon, l'un des plus connus, c'est Pershing, tout simplement. Pershing, son nom, c'est Black Jack, parce que, en fait, avant la guerre de 14, il commande dans un des régiments de cavalerie noirs des soldats noirs. Voilà. Donc, vous voyez, même Pershing, pour ceux qui ne connaissent pas, Pershing, c'est celui qui va commander toutes les troupes américaines en France pendant la Première Guerre mondiale. Le problème, qu'il est venu à Château-Thierry pour inaugurer le grand monument que vous voyez assez souvent quand vous partez, ou sortez du lycée, ou revenez du lycée. Voilà. Alors, pour terminer avec cet état des lieux, quand même, je le précise tout de même, je n'en reparlerai pas. Dans cette armée américaine, il existe aussi, en 1914,
un régiment d'infanterie qui est recruté à Porto Rico et qui est composé de portoricains. Voilà. Donc plutôt hispaniques, hein, qui servent aussi hein, dans cette unité. On trouve aussi des troupes qu'on appelle indigènes, donc une cinquantaine de compagnies indigènes qui sont principalement recrutées aux Philippines. Et donc ils sont composés de soldats philippins. Et enfin on trouve hein, un petit corps de soldats indiens qui sont recrutés, on les appelle les éclaireurs, des Indian Scouts, qui servent hein, comme éclaireurs, mais dans l'ouest américain. Je précise une chose importante, hein, les natives, donc les Indiens, n'ont pas la citoyenneté américaine en 1914. Ce qui est le cas des Afro-Américains. Les Afro-Américains sont citoyens américains. On en reparlera tout à l'heure. Donc on le voit, pour terminer sur cette première partie, une petite armée américaine en 1914, 200 000 hommes, ségrégationnistes hein, à l'égard des Afro-Américains. Et puis, en raison de l'origine des soldats qui composent cette armée, on a une armée américaine qui est en fait une mosaïque hein, de nationalités à l'image de la société américaine de 1914. Alors, la deuxième partie de mon propos, c'est finalement comment cette petite armée américaine va se transformer en une armée de 2 millions d'hommes et comment va s'opérer en fait la cohabitation entre toutes ces communautés, et en particulier les Afro-Américains et les Natives, et comment en fait finalement, et c'est un peu le titre de ma deuxième partie, comment on va assister à un recrutement de masse qui correspond à une sorte de grand brassage de tous ces hommes aux origines diverses. Alors, l'entrée en guerre de l'armée des États-Unis bouleverse hein, toute cette organisation. Entre le printemps 1917 et l'automne 1918, hein, les États-Unis mobilisent, recensent, c'est un peu différent, 24 millions d'hommes. C'est considérable. Ils recensent 24 millions d'hommes pour l'armée et plus de 6 millions sont reconnus aptes à faire la guerre. Donc c'est-à-dire, en fait, il y a beaucoup de déchets, entre guillemets, c'est le terme qu'on utilise dans l'armée, des hommes qui ne sont pas aptes au combat. Alors ça, c'est une particularité, on s'est aperçu que beaucoup d'hommes qui venaient de l'Ouest, notamment, et qui étaient appelés par les armées, les gens qui étaient souffreteux, il y a beaucoup de tuberculose, beaucoup de maladies, puisqu'en fait, il y avait des mauvaises conditions d'hygiène et assez peu d'hôpitaux. Et donc, finalement, on s'est aperçu que ces hommes n'étaient pas très vigoureux pour se battre. Néanmoins, il y en a quand même plus de 6 millions qui sont recrutés et 5 millions qui vont servir la bannière étoilée. Voilà. Alors, cet effort, hein, il va se traduire par la Constitution. C'est quelque chose qui nous parle assez peu, mais c'est quand même important de le signaler. 62 divisions. En France, on en a environ 80 à l'époque. Hein. Donc c'est beaucoup. Hein. En très peu de temps, nous, il nous a fallu plusieurs décennies pour constituer tout ça. Eux, en quelques mois, vont réussir à constituer 60 divisions d'infanterie qui sont en plus numériquement supérieures en fait, hein, aux divisions en Europe occidentale. Je n'insiste pas, hein, mais sur tous ces chiffres, hein, je ne sais pas s'il y aura une communication écrite, mais on pourra toujours, si ça vous intéresse, hein, donner des compléments. Alors, dans un premier temps, l'appartenance ethnique ou l'appartenance géographique des recrues marque profondément le recrutement des unités. On va recruter une unité à New York, on va recruter une unité en Virginie, hein, on va recruter la division de Nouvelle-Angleterre. Donc c'est un peu comme en France finalement à l'époque, hein, le recrutement est très marqué de manière régionale. Donc ça veut dire que les camarades du même lycée, de la même école, du même village, se retrouvent ensemble hein, dans la même unité. Quoi. Donc c'est pas déstabilisant parce qu'on retrouve immédiatement ces repères. Quoi. Voilà. Donc on a dans un premier temps un recrutement qui est très régional, entre guillemets, des divisions, hein, mais la massification du recrutement, il faut beaucoup d'hommes pour alimenter la machine guerre, et il en faut beaucoup très rapidement, conduit à un immense brassage, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des hommes de partout, et comme on est pressé, on va les incorporer très rapidement dans des divisions nouvellement créées. Donc ce qui fait que là, cette fois, très rapidement au milieu de l'année 1917, eh bien, le Virginien va rencontrer l'homme de New York, et ils sont finalement obligés de cohabiter et de vivre ensemble. Alors, en quelque sorte, la création du corps expéditionnaire américain va contribuer, ce n'est pas la seule raison, mais c'est un des éléments qui explique, hein, à souder davantage des hommes qui ne se connaissaient pas auparavant. Alors le cas le plus illustre hein, de cette... et vous allez voir que là je vais faire un bond dans l'histoire, mais c'est intéressant, hein, le cas le plus illustre de ce mélange
c'est la fameuse 42e division d'infanterie qui est venue se battre ici à Château-Thierry. C'est l'une des plus connues de la Première Guerre mondiale, parce qu'elle a été recrutée, et c'est ce que dit son chef d'état-major, d'un bout à l'autre des États-Unis. Son chef d'état-major, c'est un lieutenant-colonel qui s'appelle MacArthur. C'est quelqu'un qui, pour ceux qui connaissent, vous allez retrouver pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est lui qui commande toutes les unités américaines qui évoluent dans le Pacifique en 1945. Et donc, cette division, eh bien, elle arbore comme emblème l'arc-en-ciel, on appelle ça le Schulter's Insignia, en fait, de la 42e division d'infanterie. Et aujourd'hui encore, elle existe toujours, je ne sais pas, cette division existe toujours avec cet emblème, l'arc-en-ciel. Au passage, je parle de la fameuse division des Buffalo Soldiers. Donc, eux vont utiliser le buff comme patch. Donc, les militaires aiment bien avoir des patchs pour se reconnaître, en fait, savoir leur origine. Et donc là, les Noirs américains, les Afro-américains, vont reprendre ce patch pour leur division. On en reparlera tout à l'heure un tout petit peu. C'est bon, vous me suivez? Je ne vous ai pas perdu? Alors je vais continuer. Moi j'ai un peu chaud, mais c'est pas très grave. Voilà. Alors, la question se pose quand même pour les Afro-américains. Qu'est-ce qu'on va faire des Afro-américains? Est-ce qu'on va les employer au même titre que les blancs? Est-ce qu'on va les utiliser comme supplétifs? Est-ce qu'on ne va pas les utiliser? La question se pose aussi pour les natives. Et vous allez voir que pour les deux, le traitement va être totalement différent. Alors, en 1917, les Afro-américains sont, au même titre que les blancs, appelés sous les drapeaux. Alors, ce qui ne manque pas de soulever des polémiques aux États-Unis. Certains représentants des États du Sud combattent l'idée même d'une incorporation des Afro-américains dans l'armée des États-Unis, au même titre que les Blancs. En face, certains militants des droits civiques afro-américains incitent leurs camarades afro-américains à la désobéissance civile, tandis que on a des milliers d'Afro-américains qui échappent au recensement. Les gens qui habitent dans les campagnes très reculées, finalement, ne sont pas recensés, et donc ces gens ne sont pas pris dans le radar des militaires. Donc, on a une sorte de grand flou dans tout ça. En plus, il y a beaucoup de mouvements de population aux États-Unis, beaucoup de gens migrent pour aller s'installer au nord, notamment dans les grandes villes industrielles. Donc, ces gens, en fait, disparaissent des radars de l'armée. Néanmoins, tout de même, on a au total environ 370 000 Afro-Américains qui sont incorporés dans les armées, et 200 000 vont venir combattre en France, ce qui n'est pas rien. Et parmi ces 200 000 qui viennent en France, il y en a quand même 40 000 qui vont participer directement au combat. Alors, leurs motivations, elles sont diverses, on trouve de tout. La première motivation, quand on est militaire, on s'engage pour servir son pays, parce qu'on aime son pays, tout ça. Ça a été un peu ma démarche. Mais en fait aussi, il faut, quoi? Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc en fait, on s'engage aussi pour des raisons financières. Alors, l'armée des États-Unis paye environ 30 $ par mois. C'est peu. Un ouvrier dans une grande ville à Chicago peut gagner environ 10 $ par jour. Mais la grande différence, c'est qu'avec ces 30 $, c'est net. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'armée, il est logé, nourri. Donc, pour beaucoup d'hommes qui vivent dans des conditions très difficiles dans les campagnes, eh bien, qui travaillent en général dans l'agriculture, donc c'est assez mal payé, toucher 30 $ par mois, nourri, logé, blanchi, c'est finalement pas mal du tout. Ensuite, il y en a d'autres qui espèrent que les idéaux de liberté eh bien, vont permettre à la communauté noire de s'organiser et d'être reconnue aux États-Unis. Donc ça, c'est aussi un deuxième élément. L'amélioration des conditions des Afro-Américains, c'est le deuxième élément qui conduit beaucoup d'Afro-Américains à s'engager. Et puis ensuite, vous avez des Afro-Américains qui veulent s'engager pour montrer en fait qu'ils ont envie de servir la communauté nationale. Ça, c'est quelque chose qui, en fait, aujourd'hui, avec le recul, nous échappe. Mais beaucoup d'Afro-Américains veulent montrer qu'ils appartiennent à la communauté nationale. Et cet engagement dans l'armée, au combat, c'est un moyen pour eux de dire on appartient à cette communauté nationale. Alors, l'espoir d'une émancipation sociale par l'engagement militaire, il est de courte durée. Pourquoi? Parce qu'en fait, après avoir hésité déjà, le haut commandement refuse
d'incorporer les Noirs dans des régiments blancs. Donc finalement, on va créer des régiments de couleur. Ça, c'est la première déconvenue. Hein. Et puis ensuite, après leur incorporation, la plupart des Afro-Américains vivent dans des conditions horribles. Les camps sont insalubres, les camps dans lesquels sont instruits des Afro-Américains, ces camps sont insalubres, hein, et puis la plupart vivent hein, dans des conditions vraiment misérables. Et en plus, ils subissent la ségrégation. Alors, en plus, à la même époque, hein, dans les années 1917, hein, on a une vague, une recrudescence de violences raciales aux États-Unis, et en particulier à l'été 1917. Alors on a le cas le plus connu, hein, c'est des soldats américains, afro-américains, d'un régiment, qui est le 24e régiment d'infanterie, j'en ai parlé au début, hein, qui lui est historiquement un régiment de tradition avec des Noirs, avec des soldats noirs. Ces soldats, en fait, qui étaient cantonnés à Houston, vont se révolter en raison de leurs conditions, et puis vous allez avoir hein, une série de massacres. Hein. Ces soldats noirs vont massacrer 17 blancs dans les rues de la ville d'Houston, en fait, hein, et puis donc ils vont tuer 17 civils blancs. La répression des autorités américaines est terrible, hein, puisque plus de 200, je crois, vont se retrouver devant un tribunal militaire. 50 personnes seront reconnues coupables et 19 seront exécutées. Alors, j'avais mis ici en fait un extrait de ce journal américain qui explique, voilà, on est dans ce journal de Houston, et on me dit, voilà, il y a 16 morts, là, voilà. C'est vraiment un choc aux États-Unis de voir ces rébellions, en fait, finalement, d'hommes qui sont des descendants d'esclaves et qui se rebellent hein, contre les civils blancs. Alors, on les voit ici, hein, ils sont tous jugés. Hein, alors, je bouge un peu. Comme ça, vous verrez bien ma chemise toute transpirante. En fait. Il fait vraiment très chaud, en fait. Ça. Alors, on les voit ici, hein, les condamnés. Et puis, en fait, on voit hein, qu'ici, finalement, on n'a que des blancs qui les jugent. Hein, et donc, 17 hein, seront, je crois, je dis 17 seront condamnés, hein, 19 seront exécutés, pardon. Voilà. Alors, ces émeutes, hein, elles vont provoquer, parce qu'elles vont jeter la stupeur, la peur, en fait, aux États-Unis, hein, et donc ces émeutes vont provoquer une forte mobilisation des suprémacistes blancs, hein, qui, eux, sont hostiles à l'incorporation et à la conscription des Noirs, hein. Mais ça va provoquer aussi une forte mobilisation. Bon, les suprémacistes, on en a parlé récemment, je ne sais pas si vous vous souvenez, je fais le lien avec cette histoire des statuts aux États-Unis, en fait, hein, déboulonnés. Hein. Donc, les suprémacistes blancs réagissent, hein. Ils expliquent qu'on ne peut pas incorporer des soldats noirs parce que voilà ce qu'ils font, en fait, ils massacrent des civils blancs. Ça, c'est le premier effet. Mais le deuxième effet, c'est qu'il y a aussi une forte mobilisation de la communauté noire qui réclame la fin de la ségrégation dans la formation militaire. Donc vous voyez, en fait, hein, cet événement va avoir deux conséquences hein, totalement opposées. Hein. Donc les Noirs n'ont pas de retour, hein, évidemment. Hein. Alors, dans les faits, la doctrine militaire américaine, hein, d'ailleurs, n'envisage pas l'engagement de troupes noires au combat. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi, en fait, on ne peut pas engager les troupes noires en combat? Pourquoi le pouvoir, l'armée, ne veut pas engager les troupes noires en combat? Ouais. Ils ont peur qu'ils se retournent contre... Ouais, ça peut être une option, c'est-à-dire qu'on va leur donner des armes, on va leur donner la possibilité de s'en servir. Quoi encore? Surtout, au-delà de tout ça, en fait. Ben surtout, c'est qu'on a peur qu'ils en tirent gloire après, quoi. En disant, vous avez vu, on a participé à la guerre avec vous, maintenant, en fait, on a besoin d'avoir des droits. Donc, si vous voulez, les Afro-Américains, on les accepte dans l'armée, mais on va les cantonner à des tâches qui sont des tâches dans la logistique, l'intendance, le transport. Hein. Donc, les soldats noirs, finalement, ne combattent pas, mais en fait, ils portent. À chaque fois que vous les voyez sur les photos, alors j'en ai pas mis là malheureusement, mais en fait, on les voit en train de transporter des caisses, on les voit en train de décharger des bateaux, des camions, mais on les voit rarement combattre. Alors, néanmoins, la guerre, vous savez, elle consomme beaucoup d'hommes, surtout la Première Guerre mondiale. Et donc il faut des effectifs. Et les Français, l'armée française, qui manque d'hommes en 1917, réclament aux Américains, qui en ont beaucoup, en fait, c'est leur force, réclament des troupes hein, pour les Français, il s'agirait d'incorporer des Américains dans des unités françaises. Pour un Américain et pour Pershing, il est tout à fait normal de ne pas prêter des hommes, en fait, pour les mettre dans des unités françaises. Donc Pershing refuse hein, de prêter des soldats, mais en fait, il trouve un compromis, il dit, d'accord, on va vous donner des Noirs. Et donc, pourquoi en fait il prend cette option? Déjà c'est un moyen de contenter les Français. Et en plus dans l'armée française, les soldats noirs
finalement, sont communs. On en voit beaucoup, il y a beaucoup d'unités noires, on en parlait ce matin, en fait, avec Jean-Yves Le Naour, qui nous a montré que, finalement, ils font partie de l'environnement, comme des poilus, ce sont des poilus. Et donc, Pershing, eh bien, accepte de prêter des soldats noirs. Il va prêter les 20 000 soldats américains, afro-américains, qui étaient initialement destinés à servir dans des unités de l'arrière, et qui sont rassemblés dans 2 grandes divisions. Alors, il y en a une que vous connaissez, je vais vous en parler après. La première, c'est la 92e. Alors, celle-là, elle n'est pas très connue parce qu'en fait, elle ne va pas briller au combat. Elle est mal encadrée, mal commandée. En plus, lorsqu'ils sont engagés, en fait, ils sont engagés face à des troupes allemandes qui sont très bonnes. Et donc, finalement, cette division échoue dans ses engagements. Ce qui est un argument pour les suprémacistes, en fait, hein, de dire, vous avez vu, les Noirs, quand on les engage au combat, ils sont mauvais, ils ne savent pas se battre. Mais en revanche, la 2e division, qui est la 93e division d'infanterie, elle, c'est une division qui est composée de plusieurs régiments, et elle, par contre, elle va très bien se battre. Elle se bat avec des Français, hein, aux côtés de troupes françaises. Hein. D'ailleurs, on les voit, ils portent un uniforme français. Alors, je vais vous montrer, alors, je vous reparlerai de ça tout à l'heure. Voilà, on les voit ici, en fait. Hein. Donc, ils sont décorés de décorations françaises, hein, ces soldats afro-américains. Ils sont équipés à la française. Bon, même là, s'ils portent le calot américain, ils portent des casques quadrillants et ils sont décorés des croix de guerre. Ils vont très bien se battre hein, avec les Français. Bon, ils sont connus parce qu'ils ont donné, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu cette bande dessinée, qui est pas mal du tout, hein, sur l'histoire de ces Harlem Hellfighters. Hein. On pourrait traduire par ces guerriers de l'enfer hein, de Harlem. Hein. Donc ce sont 2 unités, 2 régiments principalement, le 369e et le 370e d'infanterie. Hein. Eux, on les appelle le 370e les Black Devils, en fait. Hein. Donc les Diables Noirs, et qui se battent très bien. Et ils vont servir dans une unité qu'on appelle la Blue Helmet Division. Alors je ne l'ai pas mis, mais la Blue Helmet Division, c'est-à-dire la division du casque bleu, le casque bleu français, bleu horizon. Voilà. Donc, vous voyez, hein, finalement, des situations très contrastées pour les Américains. Alors, ces soldats afro-américains estiment qu'ils sont beaucoup mieux traités dans l'armée française. Les témoignages, alors j'en ai pas relevé ici, hein, mais les témoignages de ces soldats afro-américains servant dans l'armée française, eh bien, ces témoignages disent que les soldats français, la population, les considèrent très bien, et se sentent très bien en fait. Alors ce matin on parlait du miroir, c'est-à-dire qu'en fait quand ils se regardent dans un miroir, ils redécouvrent qu'il est noir en fait, ce soldat américain qui laissait ce témoignage, que je trouvais très intéressant. On a ici en fait hein, le lieutenant Gulois, qui est le pape du ragtime. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le ragtime, hein, c'est une sorte de blues, hein, mais alors là c'est l'orchestre hein, du 369e régiment d'infanterie, très connu hein, à l'époque. Ils vont faire des tournées en France et puis même en Europe hein, pour présenter cette musique hein, qui n'était pas inconnue en France, qui était déjà connue, mais qui va être popularisée hein, notamment par Europe, hein, qui est très connue. Si on a le temps, je vous ferai écouter un petit morceau à la fin. Le ragtime, c'est magnifique, hein, j'adore. Bon. Donc voilà. Donc au total, en fait, on a eh bien, une grande diversité de ces populations afro-américaines. Alors, évidemment, le fait qu'il y ait des succès au plan militaire, c'est-à-dire qu'en fait, le fait que ces soldats remportent des victoires, se battent très bien, va, je dirais, stimuler les revendications des défenseurs des droits civiques aux États-Unis. Donc au front, l'expérience de la guerre est pour tous les soldats une expérience de brassage social. Hein. Les Blancs se rencontrent entre eux, mais aussi les Blancs et les Noirs. C'est-à-dire qu'en fait, pour la première fois, ce qui n'était pas possible aux États-Unis, ou très compliqué, très difficile, est possible. Les soldats américains fréquentent les mêmes cantonnements, ils vivent avec les mêmes personnes, ils voient les mêmes, et les Français ne font pas forcément de différence. Et donc finalement, eh bien, quand même, malgré tout, on a tout de même déjà un brassage qui se fait entre les soldats d'origine blanche, mais en fait, les Blancs vont tout de même à la rencontre, ils n'ont pas le choix, ils cohabitent, ils vivent au même endroit, ils vont aussi à la rencontre de ces soldats noirs. Ce qui n'empêche pas, en fait, qu'il y a toujours une forte ségrégation, mais il y a quand même, en fait, hein, eh bien, des points de convergence entre ces communautés, quand même, qui commencent à se parler. Voilà. Alors, pour les natives, c'est totalement différent. En 1914, la mémoire des guerres indiennes, elles se sont achevées en 1890, hein, donc c'est pas très vieux par rapport à 1917, hein, est encore très vivante parmi la communauté amérindienne. On parle encore dans la communauté amérindienne des guerres entre Américains et Indiens. Alors il y a même les principaux chefs hein, qui ont mené le combat
à la fin du 19e siècle, Geronimo, Nez Percé, Ray Cloud, eh bien tous ces gens meurent dans les années 1909, 1910, 1911. Donc si vous voulez, dans la communauté amérindienne, le souvenir de ces guerres, qui ont été des guerres dures, cruelles en fait, est encore très présent. En 1910, la population amérindienne compte environ 260 000 personnes. Donc vous voyez, c'est très peu, c'est presque l'équivalent de l'effectif de l'armée américaine de 1914. Une communauté indienne qui est toute petite par rapport à la population américaine. Quand les États-Unis entrent en guerre en 1917, les Amérindiens ne possèdent pas la citoyenneté américaine. Donc ils n'ont pas à être incorporés dans l'armée. C'est une minorité qui vit pauvrement, difficilement. Elle est victime évidemment de racisme, d'inégalité aussi. Bon, ils vivent principalement dans des réserves, donc ils sont cantonnés dans des endroits qui ne sont pas tellement sympathiques, plutôt austères. Donc on a là une population qui est quand même très très en marge. Pourtant, à la différence des Afro-Américains, les natifs sont tout de même appelés, vont quand même servir, ils servent quand même dans les armées. Alors, ils ne sont pas recensés par la conscription, puisqu'ils ne sont pas citoyens, mais au total, on a quand même 17 000 Amérindiens, donc c'est beaucoup sur une communauté de 260 000. 17 000, c'est vraiment beaucoup. Environ 15% des hommes amérindiens en âge de se battre sont incorporés dans les armées. Donc c'est une proportion qui est énorme, beaucoup plus que la proportion des Américains qui sont engagés dans l'armée américaine pendant la Grande Guerre. Alors ce sont des hommes qui appartiennent majoritairement, on trouve des hommes de toutes les tribus, mais ils appartiennent majoritairement à quelques tribus, les Osages, les Quapas, les Sioux, les Cherokees, Chippewa, et puis les Cheyennes. Donc en fait, il y a quand même là un vivier de recrutement pour l'armée américaine. Autre différence avec la communauté noire, la question de se battre ne se pose pas pour les Amérindiens. Les Amérindiens sont volontaires, ils gagnent volontairement les rangs de l'armée, et encore aujourd'hui, il est difficile de trouver une cause pour une population qui a quand même été meurtrie quelques décennies auparavant. Alors, les causes expliquées, c'est que déjà, il y a le goût de l'aventure, voilà, le désir de fuir des réserves qui sont quand même pas très drôles, donc en fait, on va aller outre-mer, donc ça peut aussi être changer d'horizon, c'est mieux peut-être pour ces gens, donc le besoin de quitter des réserves pauvres. L'attrait pour l'armée, beaucoup en fait sont attirés par l'armée, et c'est réciproque. Du côté du corps des officiers de l'armée américaine, il y a en fait une certaine attirance en fait, pour ces combattants, ces guerriers qui ont été des combattants valeureux pendant les guerres indiennes. Et puis il y a aussi l'idée de la France. Pour nous c'est complètement inconnu, mais beaucoup de tribus amérindiennes cultivent en fait un sentiment plutôt positif à l'égard de la France. Il y a des liens avec les Indiens du Canada notamment, et beaucoup en fait ont des origines mixtes avec des Français. Donc voilà un certain nombre de causes difficiles à établir, mais il y a un engouement pour servir dans l'armée américaine. Alors, il n'y a pas, comme en ce qui concerne les Afro-Américains, de régiments amérindiens. Il y a des régiments noirs, mais il n'y a pas de régiment amérindien. Alors le législateur américain va réfléchir, il va essayer de d'imposer la création d'unités indiennes, mais le lobby amérindien aux États-Unis est très fort en 1917, donc il finit par refuser l'idée de créer des régiments indiens, et finalement les Indiens sont incorporés dans des unités blanches, et ils sont engagés au combat sans aucune arrière-pensée pour eux, contrairement aux Afro-Américains. Ils combattent en fait sous l'uniforme américain, et ils combattent avec les Américains. Alors, ils sont employés dans des fonctions très très spécialisées. Alors, on connaît le cas pour la Seconde Guerre mondiale, on le connaît un peu moins pour la Première. On va les employer notamment en qualité de code talkers, en fait, c'est-à-dire des hommes qui... Pardon ? Allez-y, je ne sais pas. Décodeurs. Voilà, des décodeurs, en fait, ceux-là qui travaillent dans les transmissions et qui parlent en navarro, qui parlent en cheyenne, pour que l'allemand ne puisse pas, en fait, lui, comprendre les conversations. Donc on crypte, c'est une façon de crypter en fait les communications. Alors on connaît bien, parce qu'il y a un film qui a été fait pour la Seconde Guerre mondiale, on connaît moins bien pour la Première, mais en fait c'est là, pour cette raison, qu'on les emploie principalement. Alors la langue est inconnue en Europe, donc ça permet quand même de sécuriser les communications. Alors on en retrouve partout. Alors, voilà, ici on a des images qui tranchent un peu quand même avec ce qu'on connaît pour les Afro-Américains. J'en ai pas trouvé des images où on voit des Afro-Américains se faire soigner. Là j'ai trouvé des images, un reportage photo qui est fait sur un Indien de la tribu des Choctaw
Et on le voit en fait, bon là il assiste à un concert du fameux Europe dont je parlais avant, et on le voit, il est quand même soigné par des blancs, vous voyez, il y a même une femme blanche qui l'approche pour le soigner. C'est des images que je n'ai pas forcément trouvées à propos des Afro-Américains. Alors on a différentes parties de ce reportage, hein, de cet Indien qui est soigné, qui a été blessé au combat. Donc là, lui, il était transmetteur, il était décodeur en fait, hein, dans l'armée américaine. Alors, dans l'armée américaine aussi, il y a un petit peu de fantasme. Hein. On estime que les Indiens, ils sont meilleurs pour se camoufler, qu'ils sont meilleurs pour se dissimuler, qu'ils ont l'habitude de se camoufler pour chasser. Et donc, les officiers américains estiment qu'ils vont être très bons pour ça. Bon, je vous rassure tout de suite, hein, dans une guerre de tranchées, comme il s'est passé juste à côté d'ici, ça ne sert à rien de bien se camoufler, surtout quand vous avez des gros obus qui vous tombent dessus, il n'y a pas grande utilité en fait. Donc tout ça, c'est un peu fantasmé, mais quand même, hein, c'est quelque chose qui demeure très fort dans l'esprit des officiers de l'armée américaine. Voilà. Alors, au combat, ces soldats vont faire preuve hein, de toute leur qualité, leur courage, hein, ils se battent très bien. C'est reconnu, hein. Ils vont même, leur dévouement pour les États-Unis est reconnu hein, partout aux États-Unis. Et merci. Merci Vincent, c'est bon, j'ai presque terminé. Et donc, en France, en plus cet engagement il est vu comme un peu aussi exotique. On parle des Amérindiens, quand on les voit en fait, les populations sont complètement subjuguées en fait par la rencontre de ces soldats hein, indiens. Donc la presse s'empare du sujet, il y a plusieurs articles où on les voit avec des plumes, avec l'uniforme américain. Donc il y a quelque chose hein, qui est de l'ordre de l'attirance pour les Français face à ces Indiens. Alors, en réalité, et ça c'est très important parce qu'il y a quand même là une différence très forte avec les Afro-Américains, il va y avoir des liens très forts qui vont se nouer, camaraderie, entre soldats blancs et soldats amérindiens. Une très forte camaraderie qui va, après la guerre, embarrasser le commandement. Parce que finalement, ces hommes qui n'étaient pas citoyens et qui se sont bien battus pendant la guerre, et qui en fait rentrent de la guerre, et qui en fait ont lié une solidarité de frères d'armes au combat, et bien quelque part ça embarrasse un tout petit peu le législateur. Et donc finalement, en plus ils ont plein de médailles, ils sont quand même très décorés, et bien finalement le législateur décide d'accorder la citoyenneté. Alors ça va se faire en plusieurs temps, mais la citoyenneté pour ceux qui la demandent après la guerre, et puis en 1924, les États-Unis décident d'accorder la citoyenneté à tous les Amérindiens qui ont combattu. Donc vous voyez en fait, là, et j'en terminerai par là, on a là une différence quand même d'approche pour les Afro-Américains et pour les Amérindiens. On a l'impression que les Amérindiens quand même gagnent beaucoup plus de leur engagement dans la guerre que les Afro-Américains. Alors pour conclure, on ne peut pas le nier, indiscutablement l'armée américaine est une armée ségrégationniste en 1914, raciste, hein, mais l'incorporation de millions d'Américains d'origines très diverses, de milieux très divers, contribue à gommer le poids des communautés. Là, je fais une digression, mais c'est la même chose en France. En France, la Grande Guerre, ça va être une machine à brasser. Les Bretons, les Basques, les Corses, finalement, très vite, ces gens vont se mélanger et vont aller se rencontrer aussi. Je ne dis pas que la guerre, c'est une bonne chose, quand même, en fait. Hein. Parenthèse, je peux le dire, quoi. Mais pour le coup, la guerre permet, en fait, à ces gens de se découvrir et de se rencontrer. Alors, pour les Afro-Américains, il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour qu'il y ait réellement une égalité, au moins dans l'armée américaine, un traitement qui sera égal, en fait, avec une ségrégation qui va être de moins en moins forte après la guerre. Alors, que reste-t-il de cette histoire aujourd'hui hein? Alors, j'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé très peu de choses sur une mémoire de la Première Guerre mondiale, dans la communauté afro-américaine. Je n'ai rien trouvé en fait pour tout dire. Alors il va y avoir des choses, hein, j'ai cherché, mais je n'ai rien trouvé. En revanche, et c'est intéressant, j'ai retrouvé, alors aussi quelques photos, j'en reparlerai avec vous si vous voulez après. J'ai retrouvé ici sur le site de la mission du centenaire, entre guillemets, je pense, si je peux dire, en fait, américaine, hein, eh bien, l'organisation d'un powwow qui a eu lieu il y a très peu de temps, je crois que c'était début septembre, pour commémorer, notamment, hein, mais pas que, eh bien, les soldats amérindiens qui se sont engagés dans l'armée américaine. Et donc c'est très intéressant, cette petite communauté quand même continue à cultiver eh bien, le souvenir de la Grande Guerre, encore aujourd'hui par l'organisation de manifestations, notamment ce powwow, mais je n'ai pas trouvé la même chose pour les Afro-Américains. J'ai terminé, je vais parler un peu vite.
Donc moi j'ai transpiré, quoi. C'est vrai que la salle est très chaude, une sorte d'étuve ici. J'espère que ça vous a intéressé. Très bien. Et que je suis prêt à répondre à vos questions. On peut parler des photos si vous voulez. Hein. Mais en tout cas, je vous remercie de votre attention. Oui, remarquable. La photo est très intéressante parce que c'est un match de boxe qui est organisé donc, dans un petit village de la Meuse en 1918. Et on voit des soldats afro-américains donc qui portent l'uniforme français, je vous montrerai les détails. Et la boxe est très populaire à l'époque en France, mais aussi en fait aux États-Unis. Et donc on voit ces soldats qui ont été prêtés par les États-Unis à la France, entre guillemets, hein, et on les voit, en fait, on voit les officiers français, les soldats français qui sont mélangés avec ces soldats américains qui ne portent pas le casque américain, mais qui portent bien le casque français. Et on voit en fait hein, qu'il y a quand même ces rapports hein, qui se sont établis entre Français et Américains. Ce qui, attention, toute proportion gardée, hein, bon, je ne veux pas être anachronique, mais il y a du racisme aussi, hein, mais il n'y a pas de ségrégation. Il y a une sorte de cohabitation qui se fait très bien entre Français et Noirs américains. Et ici j'aimais bien cette photo parce qu'on a toujours cette photo voilà, avec ces soldats amérindiens qui eux brandissent en fait hein, la bannière étoilée. Hein. On a ces Indiens habillés à l'occidental qui partent pour les armées. Quoi. Ça j'aime bien cette photo, je la trouve très intéressante. Ça. Voilà, puis là ce sont des vétérans, hein, ces soldats qui, je crois que ce sont des Lakota il me semble, qui retrouvent leur réserve après la guerre. Hein. Toujours en uniforme, hein, assez fiers d'ailleurs de poser. Après la guerre. Si vous avez des questions, je suis tout à fait prêt à y répondre. J'ai une question, c'est sur les sources de ces photos. Alors, je vais dire en partie au début, alors ça, c'est des sources qui viennent d'une bibliothèque d'une réserve américaine, en fait, indienne, qui est la réserve de Standing Rock, je crois, qui existe encore, mais en fait, ils ont mis des photos en ligne. La plupart des photos que j'ai utilisées sont des photos, toutes les photos sauf une, la photo du combat de boxe, sont des photos qui viennent de l'ECPAD, c'est-à-dire l'établissement cinématographique des armées. J'en ai plein, je peux vous en montrer plein, qui sont très très intéressantes. J'en ai fait que plus que quelques-unes. Hein. Et puis les autres photos proviennent du NARA en fait, hein, c'est-à-dire le National Archives, les archives nationales américaines, pour faire simple. Et alors je peux vous montrer ça, peut-être je l'ai mis ici. Tout un tas de photos en fait. Hein, alors il y a les photos de Château-Thierry là-dedans, je crois. Il y avait une photo d'un groupe de soldats, là, je vous montrerai ça après si ça vous intéresse. Tout ça, c'est des photos que j'ai retrouvées qui ont été prises à Château-Thierry en partie. Hein. Alors ça, c'est intéressant parce que, puisqu'on est à Château-Thierry, c'est un peu aussi... ça, ce sont des soldats, c'est bien écrit, hein, des héros de Château-Thierry. Donc c'est des hommes qui sont battus à Château-Thierry, qui sont battus ici sur les collines aux environs, et qui en rentrent aux États-Unis. On les voit tous, ils arborent, parce qu'il y a une grande fierté chez les militaires américains à l'époque, mais encore aujourd'hui, je pense, porter la Légion d'honneur ou la Croix de guerre. Hein. À l'époque, c'est très important, c'est une décoration prestigieuse à l'époque. Donc on a ces soldats qui se sont battus à Château-Thierry, je ne sais pas à quelles unités ils appartiennent. Ils sont battus aussi à Château-Thierry et Belleau Woods. Et on a même leur nom, hein, ces hommes, hein, avec leur nom et leur grade. Donc ce sont des photos qui sont assez rares.